4 poisons de l'esprit qui peuvent ici et maintenant éroder l'harmonie autour de vous. Ce ne sont pas seulement de simples défauts de caractère, ce sont des schémas mentaux qui peuvent profondément empoisonner votre paix intérieure et nuire à vos liens avec les autres. Vous pensez peut-être « Allons, tout le monde a ses travers ». Et c'est vrai. Mais les habitudes dont nous discutons aujourd'hui sont particulièrement insidieuses, car elles touchent au cœur même de notre interconnexion. Elles peuvent rapidement flétrir une amitié naissante ou une collaboration professionnelle. Pour donner une touche personnelle à ce sujet, je vais partager certaines de mes propres expériences. Croyez-moi, j'ai beaucoup erré sur le chemin, et la souffrance m'a beaucoup appris. Ces histoires sont brutes et honnêtes, mais je crois que les partager nous aidera tous à grandir. En reconnaissant et en transformant ces habitudes, nous pouvons commencer à vivre une vie pleine de conscience et de compassion. Nous nous appuierons sur la sagesse du bouddhisme, une voie millénaire qui offre des conseils intemporels pour vivre une vie apaisée et éveillée. Le bouddhisme ne consiste pas à se retirer du monde, mais à cultiver la clarté de l'esprit, la parole juste et la bienveillance au cœur de nos vies. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous paisiblement et plongeons dans cette exploration. Prêt? Allons-y. Poison numéro 1, la parole vaine et blessante. Soyons honnêtes à propos du commérage. C'est l'une de ces habitudes à laquelle presque tout le monde s'adonne mais que personne ne veut admettre. J'étais autrefois un grand colporteur de paroles vaines, et il m'a fallu de nombreuses leçons douloureuses pour réaliser à quel point elles semaient des graines de souffrance. Quand j'étais à l'université, le commérage était comme un nuage qui nous enveloppait. Mes amis et moi pouvions passer des heures à disséquer les moindres détails de la vie des autres. Au début, cela semblait inoffensif, une façon de se sentir connecté, comme si nous partagions un secret. Mais la vérité, c'est que le commérage est une parole toxique qui détruit la confiance et l'harmonie. Voici une histoire dont je n'ai aucune fierté. Il y avait cette fille dans notre groupe. Appelons-la Émilie. Elle était un peu différente, plus intérieure. Un jour, j'ai appris qu'elle avait des sentiments pour un garçon qui semblait inaccessible. Au lieu de protéger cette confidence, je l'ai partagée avec mes amis. Nous en avons ri, et l'histoire s'est répandue. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Émilie ne l'apprenne. La douleur sur son visage quand elle a réalisé que ses sentiments intimes étaient devenus une plaisanterie était un miroir de ma propre cruauté. Elle s'est retirée de notre cercle. Sur le moment, j'ai minimisé l'acte, mais au fond, je savais que j'avais causé une blessure profonde. Les enseignements bouddhistes sur la parole juste nous invitent à nous interroger. Nos paroles sont-elles vraies? Sont-elles bienveillantes? Sont-elles utiles? Le commérage échoue sur les 3 points. Il érode la confiance. Quand vous propagez des rumeurs, les gens se demandent ce que vous dites d'eux en leur absence, créant un climat de méfiance. J'ai appris cela à mes dépens, à mon premier emploi. J'avais un collègue, appelons-le John, qui était très consciencieux mais réservé. J'ai appris par une rumeur qu'il traversait une épreuve de santé. Au lieu de respecter son intimité, j'en ai parlé à quelques collègues, cherchant à créer une conversation. John l'a su. Il m'a confronté non pas avec colère, mais avec une profonde tristesse. Il m'a dit qu'il m'avait fait confiance. À partir de ce jour, notre relation a été brisée. J'avais détruit son respect et sa confiance par ma propre négligence. Cette expérience m'a enseigné une leçon cruciale. Respecter le jardin secret des autres. Chaque être livre ses propres batailles. Transformer la vie de quelqu'un en sujet de conversation, c'est non seulement manquer de compassion, mais c'est aussi révéler une agitation et un vide en soi-même. Le bouddhisme nous encourage à des conversations qui élèvent et guérissent. Rappelez-vous, si quelqu'un est prompt à parler des autres avec vous, il est tout aussi prompt à parler de vous avec les autres. Poison numéro 2. L'inconstance et le manque d'attention. Parlons de l'inconstance. C'est une habitude qui touche beaucoup de gens et qui peut sérieusement éroder l'harmonie. La fiabilité est le fondement de la confiance. Si les gens ne peuvent pas compter sur votre présence et votre parole, le lien s'affaiblit. J'ai une histoire personnelle à ce sujet. Dans ma vingtaine, j'étais connu pour être celui sur qui on ne pouvait pas vraiment compter. Je faisais des plans puis j'annulais, ou je ne venais tout simplement pas. Je pensais que ce n'était pas grave, que la vie était imprévisible. Mais un incident m'a ouvert les yeux. Une amie proche, Sarah, organisait sa fête d'anniversaire. Elle y avait mis tout son cœur. J'avais promis d'être là. Mais le jour J, absorbé par autre chose, j'ai décidé de ne pas y aller. Je ne l'ai même pas prévenu. Quand je l'ai finalement appelé des heures plus tard, j'ai senti le poids de sa déception dans sa voix. Notre amitié s'est refroidie après cela.
elle a cessé de m'inviter. J'ai compris que mon inconstance envoyait un message clair. Ton temps et tes sentiments ne sont pas ma priorité. Être inconstant signifie que votre parole est vide. Dans la pratique bouddhiste, l'attention est primordiale. Agir avec attention, c'est être pleinement présent dans ses engagements. Si vous dites que vous ferez quelque chose, faites-le. Il s'agit de montrer de la compassion pour le temps et l'énergie des autres. Un autre exemple vient de ma vie professionnelle. Au début de ma carrière, j'avais tendance à trop promettre. J'acceptais des projets sans mesurer l'effort, puis je manquais les délais. Je pensais que mes excuses suffiraient. Mais ma responsable m'a dit un jour, « Ton travail est bon quand tu le fais, mais ton manque de fiabilité est un problème. Personne ne sait s'il peut compter sur toi. » C'était un réveil brutal. La fiabilité n'est pas seulement une question de ponctualité, c'est une question d'intégrité de l'esprit. Chaque engagement est une graine que vous plantez. Si vous ne l'honorez pas, vous cultivez un jardin de méfiance. Alors, comment changer? D'abord, soyez honnête avec vous-même sur vos capacités. Ne promettez pas à la légère. Si vous faites une promesse, considérez-la comme sacrée. Et si un obstacle survient, communiquez avec conscience et respect. En étant fiable, vous cultivez un champ de confiance et de paix autour de vous. C'est une façon simple mais puissante de nourrir des relations saines. Poison numéro 3. L'impatience de l'ego. Celle-ci est subtile, car beaucoup le font sans s'en rendre compte. Mais interrompre constamment les autres est une manifestation puissante de l'ego. Cela envoie le message « Ce que j'ai à dire est plus important que ce que tu ressens ou penses ». C'est une habitude qui non seulement frustre, mais qui donne aussi aux autres le sentiment de ne pas être vu ni entendu. J'étais autrefois un interrupteur chronique. Je pensais que cela montrait mon engagement et ma vivacité d'esprit, mais en réalité, cela montrait un manque de calme intérieur et de respect. Voici une histoire qui m'a éveillé. Dans un de mes premiers emplois, nous avions des réunions de brainstorming. Impatient d'impressionner, j'intervenais sans cesse, coupant la parole à mes collègues. Je pensais être utile. Un jour, ma manager a arrêté la discussion et m'a dit « Tu dois laisser les gens terminer leurs pensées. Tu n'écoutes pas, tu attends simplement ton tour pour parler. » Plus tard, un collègue m'a dit « Tu réalises à quel point tu parais dédaigneux. C'est comme si tes idées étaient les seules qui comptaient. » Le mot « dédaigneux » m'a transpercé. Ce n'était pas mon intention, mais c'était l'effet interrompre et plus qu'une impolitesse. C'est un manque de maîtrise de soi. La pratique de l'écoute profonde est au cœur de la sagesse bouddhiste. Il s'agit d'offrir sa pleine présence à l'autre. Je me souviens d'un autre incident. Un ami partageait une histoire très personnelle sur son anxiété. À mi-chemin, je l'ai interrompu avec ma propre expérience, pensant l'aider. Il m'a regardé et a simplement dit « Puis-je finir ?» L'énergie a changé. Ce que je prenais pour de l'empathie était en fait une tentative de ramener son expérience à la mienne. Cette nuit-là, j'ai réalisé que la véritable écoute est un cadeau. C'est créer un espace sûr pour que l'autre puisse se déployer. En interrompant, je fermais cet espace. Pour briser cette habitude, pratiquez l'écoute active et silencieuse. Quand quelqu'un parle, écoutez avec tout votre être. Ne préparez pas votre réponse. Offrez-lui l'espace d'exister pleinement. C'est un acte de générosité simple et profond qui bâtit des ponts de connexion authentiques. Poison numéro 4. Entretenir l'insatisfaction se. Plaindre est une habitude qui n'est pas seulement lassante pour les autres. Elle est profondément corrosive pour notre propre esprit. Se plaindre constamment nous enferme dans un cycle de négativité et de résistance à ce qui est. Cette habitude draine notre énergie et celle de notre entourage, menant à une perte d'harmonie. J'étais autrefois un plaignant chronique. Je pensais que c'était une façon de créer du lien, de trouver un terrain d'entente dans nos griefs communs. Mais j'ai vite réalisé à quel point cette habitude était destructrice. Laissez-moi partager une histoire. Il y a quelques années, j'occupais un emploi que je trouvais frustrant. Au lieu de chercher des solutions ou de pratiquer l'acceptation, je me plaignais constamment à quiconque voulait bien m'écouter. Au début, les gens sympathisaient, mais avec le temps, j'ai remarqué un changement. On a commencé à m'éviter. Les conversations se sont faites plus courtes. Le coup de grâce est venu d'un ami proche qui m'a dit « Je t'aime, mais tu es devenu si négatif. C'est épuisant d'être avec toi. » Le bouddhisme nous enseigne à observer nos souffrances sans nous y identifier. La plainte est une forme d'attachement à la souffrance. Elle renforce l'idée que nous sommes une victime et que le monde est contre nous. C'est un signe que nous sommes plus concentrés sur les problèmes que sur la paix intérieure.
Une autre expérience révélatrice s'est produite lors d'un projet de groupe. L'un de mes coéquipiers, appelons-le Mike, était un râleur invétéré. À chaque réunion, il se plaignait de tout. Sa négativité était contagieuse, et bientôt le moral de toute l'équipe s'est effondré. Voir cela de l'extérieur m'a fait réaliser l'impact de mes propres plaintes sur mon entourage. J'ai décidé d'adopter une approche différente. J'ai commencé à pratiquer la gratitude pour ce qui fonctionnait et à me concentrer sur des actions justes. Au lieu de me plaindre de mon travail, j'ai commencé à identifier ce que je pouvais changer. Ce n'était pas facile, mais les résultats ont été profonds. Les gens ont remarqué mon changement d'attitude. Mes relations se sont améliorées et j'ai commencé à retrouver une harmonie que j'avais perdue. Je suis devenu quelqu'un dont on recherchait la compagnie plutôt que quelqu'un qu'on évitait. Merci d'avoir écouté. Si cette réflexion vous a été utile, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Efforçons-nous ensemble de vivre une vie plus consciente et plus bienveillante. Jusqu'à la prochaine fois, cultivez la paix intérieure.